Tout commence avec une tireuse d'élite lituanienne nommée Draza, qui se réveille dans une planque aussi confortable qu'un frigo froid, avec vue sur l'aérodrome. Sans perdre de temps, elle sort le canon de son fusil et observe l'atterrissage d'un jet privé. Dès que la cible apparaît dans le viseur, un coup de feu est tiré. Pas de pathos, pas de ralenti, juste un tir. Le travail est fait. La douille dans la poche. La conscience est tranquille, ou du moins soigneusement verrouillée. Scène suivante. Une autre personne, une autre douleur. Il s'appelle Lady. Ancien marine, avec dans le regard quelque chose entre la lassitude, la méfiance et un perpétuel, mais jusqu'à quand? Il parcourt la ville la nuit, consignant ses pensées sombres dans un carnet sur fond d'aube solitaire. Un philosophe solitaire, un Hemingway fatigué, s'il avait combattu ses propres démons et cessé de croire aux fins heureuses. Son marathon méditatif est interrompu par un message. Il doit se rendre d'urgence à la base militaire, sans explication, sans la moindre allusion à des vacances. Apparemment, la direction a décidé, s'il y en a un qui mérite de continuer à souffrir, c'est bien ce type-là. À la base, il est accueilli par une femme portant un prénom qui semble tout droit sorti d'un juge britannique, Bartholomew. Pas d'uniforme, aucun insigne, seulement une voix posée et un visage que même l'Apocalypse ne saurait surprendre. Elle commence l'interrogatoire. Courtois, mais dur, comme un examen médical à la batte de baseball. Fume-t-il, boit-il, a-t-il travaillé comme tueur à gages, à quel moment son âme a-t-elle perdu tout sens? Lévy garde le silence. Elle dit, vous avez été retiré du service par le psychiatre parce que, je cite, votre existence vous semble être une erreur. Et puis elle ajoute aussitôt, nous avons du travail sans sens, mais rémunéré. Pendant que Lévy digère cette proposition du siècle, Draza rentre chez elle. Là-bas, il y a son père, à qui il reste moins de temps à vivre qu'à une pile de télécommande. La jeune femme lui raconte sa dernière mission et lui remet une douille. Pas comme une preuve, mais comme une tradition familiale. Le père la range soigneusement dans un sac une collection de victoires et d'échecs. La conversation prend un ton triste. Elle a été repérée par les caméras et maintenant on veut la cacher pendant un an. La direction parle de mission à l'étranger, mais en réalité, c'est une fuite. Le problème, c'est que son père ne tiendra même pas 2 mois, et même s'il tient, il risque de vouloir en finir lui-même. Juste à la Saint-Valentin. Parce que la romance, ce n'est pas seulement des cartes et des chocolats. En septembre, Lévy reprend ses esprits dans un hélicoptère. Il est accueilli par une pilote, une jeune femme à l'attitude, ne pose pas de questions inutiles. Elle vérifie ses papiers, lui rend ses effets personnels et annonce sèchement, il va maintenant devoir marcher 38 km à pied à travers une région pittoresque dont la principale attraction est le brouillard et l'inconnu. Après avoir mis son parachute, il saute de l'appareil et plonge vers l'inconnu, comme le font ceux à qui il ne reste qu'un seul super pouvoir, survivre. Après l'atterrissage, il avance à travers une forêt remplie de sons atmosphériques et de chuchotements inquiétants. Bientôt, il arrive à une gorge dissimulée sous un épais manteau de brouillard. Au bord, il y a un poste où l'attend un homme nommé JD. C'est celui que Lévy doit relever. À en juger par son visage, JD a depuis longtemps franchi la limite entre fatigué et résigné. Le lendemain matin, JD s'en va, sans vraiment se retourner. Lévy reste seul au poste, au sens propre comme au figuré. Il ne sait pas encore que JD n'est même pas arrivé jusqu'à l'évacuation. Ce n'est pas de la gratitude qui l'a accueilli, mais une balle en plein front. Bartholomew était au courant. Peut-être qu'elle est toujours au courant, en fait. Octobre arrive le mois où les gens ordinaires font des tartes à la citrouille, tandis que Lévy inspecte le périmètre à la recherche de trous et de surprises accros. Il effectue ses rondes de routine. Le compteur de mine fonctionne, les tourelles grondent comme il faut, la clôture est intacte. Une communication par mois sur l'unique canal, et encore, sans conversation personnelle. Juste, tout va bien, et je suis encore en vie. Par ennui, Lévy se plonge dans la bibliothèque, qu'on pourrait appeler les meilleurs livres que personne n'a jamais finis. Dans l'un des placards, il découvre de vieilles inscriptions sur les murs, des citations des anciens guetteurs, un folklore local de la solitude. On dirait même que le mur ici parlait plus que les collègues. Un jour, il prend ses jumelles et, bravant l'interdit tacite, regarde de l'autre côté du ravin. Et là voilà, la jeune femme, celle-là même, Draza. Elle est là, vacant à ses occupations. Rien de spécial, mais aux yeux de Lévy, c'est comme un bug dans la matrice. Et comme toute personne normale, après un mois de solitude, en apercevant une silhouette féminine, il ne peut s'empêcher de la fixer. Draza, dotée du 6e sens d'une tireuse d'élite et d'une femme, se retourne. Certes, sans jumelles, elle ne voit rien, mais elle a capté l'ambiance. Quelques jours passent. Via une nuit d'orage. Lévy se réveille en sueur froide. Des souvenirs, de la peur, des tempêtes intérieures. En se levant brusquement du lit, il renverse un verre d'eau et se coupe le pied. Pendant qu'il soigne sa blessure, il remarque qu'une lumière est allumée dans la tour d'en face. Apparemment, sa voisine non plus ne trouve pas le sommeil. La symétrie de la folie. Novembre. C'est l'anniversaire de Draza, et elle décide qu'elle en a assez de la solitude. Un gâteau, du champagne, un peu d'initiative féminine et voilà. Elle lance un marketing direct en l'air et montre à Lévy un bout de papier avec une question.
Il lit à travers ses jumelles « Tu es vivant, là-bas ?» Il hoche la tête en silence. Puis il écrit en réponse « Communication interdite ». Et puis, comme souvent, il cède, sort de la gnôle, lève son verre et dit quelque chose comme « Allez, à la santé ». C'est ainsi que commence leur étrange fait. Elle danse sur la musique, il tire sur des bouteilles. Elle en pose une sur sa tête, il la fait tomber d'un tir. Puis les projecteurs automatiques s'allument, et l'ambiance n'a alors plus rien de familial. À travers le brouillard, quelque chose commence à ramper vers la tour de Lévi, quelque chose. Quelque chose avec des griffes, de la haine et une très mauvaise humeur. Il ouvre le feu, Lénine s'active, et une partie des saletés tombe dans le précipice. De l'autre côté, Draza branche sa mitrailleuse lourde et entre dans la bataille. Le soutien n'est pas terrible, mais il fait le job. Quand le dernier monstre s'effondre en morceaux, un autre grimpe par-dessus la rambarde vers Draza. Lévi l'aide avec la mitrailleuse. Lénine explose, touchant son épaule. Les tourelles s'activent dans la phase finale et éliminent tous les survivants. Silence. Un silence bourdonnant. Lévi la couvre avec son fusil pendant qu'elle pense sa blessure. Elle dit « C'était le meilleur anniversaire de ma vie ». Vu les circonstances, ça sonne tout à fait sincère. En décembre, Lévi prend une nouvelle habitude, décorer le sapin. Enfin, sapin. L'arbre le plus proche du poste, sur lequel on pouvait accrocher des ampoules de rechange. Draza voit cela et sourit. Les snipers ne savent pas parler directement, mais ils sont passés maîtres dans l'art des gestes. Elle lui répond avec une figurine de neige en son honneur. Ce n'est pas vraiment un chef-d'œuvre, mais dans des conditions où il y a une tourelle derrière soi et une mine sous les pieds, c'est pratiquement une déclaration d'amour. Il continue à communiquer à travers des jumelles, des petits mots, des tirs sur des cibles et des lectures à distance. Des échecs fabriqués avec les moyens du bord. Des bonhommes de neige avec une expression du visage « j'ai vu des choses ». Comme deux enfants à qui on a strictement interdit de se lier d'amitié. Donc, il faut absolument devenir amis. C'est ainsi que passe le mois de décembre. Et voilà que le 14 février arrive le jour où l'on offre des cœurs, du chocolat. Eh bien, dans le cas du père de Draza, mettre fin à ses souffrances, comme il l'avait prévu. La jeune femme écrit à Lévi « Je veux que tu sois près de moi ». Il se passe dans la tête de Lévi quelque chose de plus profond qu'un simple réflexe de viser. Ce n'est pas juste de la pitié, ni simplement de la compassion, c'est le besoin d'être là, d'aider, de sauver, de serrer dans ses bras, à moins qu'on ne le tue en chemin. Il sort un lance-grenade. Non, pas pour tout régler de façon radicale. Il dévisse la charge explosive de l'obus, attache un câble à la bobine et tire en direction de la tour de Draza. Le câble se tend au-dessus du précipice. Le chemin est tracé. Cupidon en pleurs de jalousie. Il laisse un mot d'invitation pour le dîner. Il se rase, sort de sa cachette un bouquet de fleurs des champs, s'accroche au câble avec un mousqueton et glisse au-dessus du ravin. Une romance façon ne tombe pas, sinon le rendez-vous sera à sens unique. Bien sûr, il reste coincé au milieu et fait ce qu'il a fait tout ce temps, il règle le problème à la force des bras. Il s'en sort, arrive tant bien que mal, atterrit sur le balcon de Draza à moitié mort, mais avec une cravate intérieure, morale. Elle l'accueille avec une expression du genre « Tu es fou », mais on voit dans ses yeux que ça lui plaît. Elle lui tend une serviette, l'envoie à la douche et sort le lapin. Une tourte. Le dîner. Des vêtements sortis d'un coffre ayant appartenu aux anciens observateurs. La soirée se passe à discuter de l'enfance, de la douleur, du travail dont ils sont tous deux fatigués depuis longtemps. Il avoue qu'il écrit de la poésie. Il en a même dédié un à elle. Mais il ne le lira pas. Trop personnel. Elle n'insiste pas, elle se contente de sourire. Une danse. Lente, maladroite, réconfortante. Le monde s'effondre dehors, mais ils ont un court répit. L'année. Plus proche qu'il ne l'aurait voulu. Plus sincère qu'il ne s'y était jamais autorisé. Trop belle pour être sans danger. Le matin, Lévi se réveille le premier. Tout est parfait, selon les standards locaux, il n'a pas explosé, il n'est pas blessé, et la femme à ses côtés ne s'oppose toujours pas à sa présence. Je vais à la séance de communication, je reviens pour le déjeuner. Ne pars pas. Il glisse de nouveau à travers la gorge, calculant mentalement, j'aurai le temps, tout est sous contrôle. Il n'y arrive pas. Les monstres, comme s'ils avaient senti le moment où les héros sont particulièrement vulnérables, commencent leur spectacle. À travers le brouillard, des créatures rampent vers la tour. Il touche une mine, le câble se rompt. Lévi tombe dans l'abîme blanche, ouvre son parachute à la dernière seconde. Ce n'est pas un sauvetage, juste un sursis. Pendant ce temps, Draza, voyant le câble rompu, n'hésite même pas, elle prend un parachute, prend son élan et saute à la suite de Lévi. La romance en mode extrême témérité. Elle tombe dans la rivière et perd son dispositif d'ascension. Maintenant, il est impossible de remonter la falaise. Pendant ce temps, Lévi est suspendu à un arbre, la tête en bas. Et c'est justement dans cette position, comme par hasard, qu'une gigantesque chenille mutante décide de l'attaquer. Oui, la vie est juste. Dans les limites d'un jeu sadique. Il tire pour se défendre, tombe, atterrit dans une boue visqueuse qui ressemble d'abord à un marécage, mais il s'avère ensuite que c'est une partie d'un être vivant qui considère Lévi comme son petit déjeuner. Alors que le monstre est sur le point de refermer sa gueule, Draza apparaît.
un coup de feu et il y a moi dedans. Lévi est libre. Un prédateur en moi, une dette émotionnelle en plus. Ils avancent à travers une forêt où les arbres semblent avoir poussé sur des ossements. Impossible d'atteindre le muret, il n'y a pas d'ascenseur. Ils décident de chercher une sortie naturelle. En chemin, ils sont attaqués par des cavaliers. Sabres, sabots, crient tout ce qu'il faut. Mais leur visage semble sculpté dans du bois. Les tirs font mouche, les balles l'emportent. Draza examine les corps et comprend, ce sont d'anciens soldats, ceux-là même qui, il y a 80 ans, sont entrés dans la gorge et y sont restés à jamais. À présent, ils font partie de cet endroit brisé, muté, mais toujours en selle. Ils continuent à avancer. La forêt devient plus dense, les arbres craquent même sans vent. Ils arrivent dans un étrange village. Sur le mât, des lambeaux de drapeaux britanniques, soviétiques et américains. L'asphalte est fissuré, comme les traces d'un tremblement de terre oublié. Ils entrent dans l'église. Sur les bancs, des restes humains, des gens qui ont préféré mourir plutôt que de devenir une partie de tout cela. Le cyanure, un grand classique. Et soudain, un bruissement vient briser le silence. Des créatures arachnéennes, comme assemblées à partir de crânes, rampent sur les murs. Juste après, des hommes crocs surgissent. Oui, ceux-là même. Fins, pâles, fragiles, comme des secrets qu'on a gardés trop longtemps. Ils ne s'en sortiront pas. Tactiquement, c'est impossible. Lévi attrape une grenade, fait exploser le mur, et avec Draza, il s'engouffre dans l'ouverture avant que la situation ne tourne autrement. Il court jusqu'à atteindre l'imposante paroi du ravin. Là, comme dans un mauvais film de survie, il y a une porte. Pas de plaque, pas de sonnette, juste la sensation que personne n'a aéré derrière depuis très longtemps. À l'intérieur, un laboratoire envahi par la mousse, les toiles d'araignée et une rancéure contre le destin. La poussière est séculaire, le matériel vintage. Sur l'un des murs, une photo est accrochée, la conférence de Yalta. Apparemment, la déco vient des meilleurs designers des années 40. Lévi trouve une pellicule, Draza un générateur au propane. Ils le mettent en marche. L'écran s'anime. Commence alors un bref cours du genre « Comment nous avons tout perdu, ce qui était possible ». Des scientifiques à l'écran expliquent, en 1946, inspirés par l'invention de la bombe atomique, l'Ouest et l'Est ont décidé de créer quelque chose de biochimique, quelque chose qui ne laisserait même pas d'ADN. La base a été installée juste dans cette gorge. Génial, si l'on ne tient pas compte de l'activité sismique de la région. Bien sûr, un tremblement de terre s'est produit. Les récipients se sont brisés, le produit chimique s'est répandu dans l'atmosphère et les gens se sont transformés en mutants. Désormais, toute la biomasse ici est constituée d'hybrides de plantes, d'animaux et d'erreurs de jeunesse. Le contact avec la vapeur ne tue pas immédiatement, mais si l'on s'attarde, les conséquences sont irréversibles. Le génome commence alors à se comporter comme un adolescent livré à lui-même. Pendant que Lévi digère les nouvelles, il remarque que certains équipements sont modernes, avec un style d'entreprise et le logo de la société privée, Dark Lake. Cela signifie que quelqu'un a poursuivi les expériences, et le drone qu'ils ont vu plus tôt est l'un des éclaireurs. C'est alors qu'ils trouvent un dossier décrivant le protocole chien errant. Si la sécurité de la gorge est compromise, une bombe nucléaire sera activée. Le rayon est de 4 km. La technologie s'appelle Adieu garantie. Lévi et Draza échangent un regard. Le scénario « Survivre pour mourir » ne leur plaît clairement pas. Ils décident de partir tant qu'il est encore temps et qu'ils ont encore de l'ADN humain. Mais, évidemment, la sortie n'est pas simple. Dehors, une surprise les attend. Le sac de Draza est bien en vue, mais il est vide à l'intérieur, car c'est un piège. Quand elle tend la main pour prendre le sac, un cavalier l'attrape et l'emporte au loin. Lévi se lance à sa poursuite, maudissant tout, de la science à la romance. La trace du monstre le mène à un ancien silo à missiles. La fumée rouge qui s'échappe de l'ouverture tout laisse entendre qu'il vaudrait mieux ne pas entrer. Mais il n'a pas de choix. En bas, Draza reprend ses esprits, elle est ligotée, furieuse, mais vivante. Le cavalier est un mutant, ressemblant plus à un chêne qu'à un être humain. Elle lui donne un coup de pied et se libère. Une bagarre éclate, façon, tout ce qui tombe sous la main fait l'affaire. On dirait que cela amuse seulement le monstre, jusqu'à ce que Lévi apparaisse. Un seul coup de feu et le jet est terminé. Ils inspectent le silo. Là, une fusée endommagée, du même type que celle qui a tout déclenché. Tout autour, une masse organique, de la chair, quelque chose de répugnant, qui respire, comme si quelqu'un avait étendu une couverture de muscles et de nerfs sur tout le sol. Et bien sûr, il est impossible de simplement marcher dessus. Draza marche sur une zone et se retrouve prise dans une toile gluante. Lévi essaie d'aider, mais chaque mouvement provoque une réaction en retour, comme si la base elle-même s'opposait à leur fuite. Elle tire au centre, lance une grenade. Les flammes dégagent le passage, mais ne calment pas les nerfs. Ils sortent à l'extérieur, là où tout respire l'inquiétude, la neige, le vent, le garage avec les vieilles machines. Lévi regarde le 4x4. Le 4x4 regarde Lévi et un plan est entre eux, puisqu'il n'y a pas de pont élévateur, il y aura un trail. Il vérifie la batterie, sort un bidon d'essence et, pendant que Draza le couvre avec son arme, il démarre le véhicule. Le moteur tousse comme un vieux grand-père, mais il prend vie. Il fonce vers le mur et de la gorge. Lévi attache le câble au treuil et Draza prend le volant.
Le 4x4 commence à grimper, non pas sur la pente, mais à la verticale de la falaise. La vitesse est d'un cheval vapeur. Et soudain, les hommes creux apparaissent, grimpant à leur suite le long du câble, sur la falaise. Lévi en fait tomber un après l'autre. Drassa manœuvre entre les attaques. Fusée de détresse, coup de feu, cri, on se croirait dans une scène d'anticipation sous adrénaline. À un moment, l'un des mutants s'agrippe au câble. Lévi, suspendu à la force des bras, perce le réservoir d'essence et inonde tout de carburant sous eux, puis se hisse et allume le feu avec une fusée. Les flammes emportent les ennemis vers le bas. Le 4x4 en prend aussi, mais continue encore à ramper. Quand le feu s'approche trop, ils coupent le câble et poursuivent l'ascension à la main. Les doigts sont endoloris, le souffle court, mais le sommet est en vue. Ils atteignent le sommet, brûlés, écorchés, mais vivants. Et cela, semble-t-il, est déjà un exploit. Lévi fait un bandage à Drassa. Il se demande, et maintenant? Une seule conclusion, si on s'enfuit, on nous tuera, si on reste, pareil. Mais si rien n'est fait, d'autres viendront ici et quelqu'un mourra à nouveau. Et personne n'arrêtera les monstres en bas. Il ne reste donc qu'une seule chose à faire, tout détruire. Il décide qu'il faut désactiver les antennes de protection pour que les satellites puissent voir la gorge, car tant que les antennes sont actives, elles restent invisibles. Et si elle est invisible, personne ne croira que l'enfer est ici. Lévi prend le fusil à harpon, tire un câble de son côté pour arriver à temps à la séance de communication. Il se connecte. D'habitude, c'est une formalité, vérification, court compte à rebours, puis déconnexion. Mais cette fois, c'est Bartholomew en personne. Elle regarde l'écran et demande « Quelle est la situation ?» Lévi ment, impassible, tout est calme, il n'y a personne, c'est propre. Il ne sait pas que Bartholomew regarde déjà l'enregistrement vidéo des drones. Ils savent qu'il est descendu, qu'ils étaient deux, qu'ils ont enfreint toutes les consignes et qu'ils représentent désormais une menace. Bartholomew fait un signe de tête à quelqu'un hors champ, préparer la purge. Le lendemain matin, des snipers tendent un câble entre les antennes. Tandis qu'un hélicoptère rampe le long de la pente, ils courent en parallèle, chacun de son côté, comme deux combattants d'un même combat, séparés par un ravin. L'équipe de nettoyage débarque au poste ouest. Bartholomew entre à l'intérieur. Sur le mur derrière la bibliothèque, une inscription, une vieille citation de Bouddha, mais avec un ajout de Lévi, le soleil, la lune et la vérité ne peuvent pas être cachés éternellement. Elle comprend qu'ils savaient tout et qu'ils ont préparé quelque chose. Pendant ce temps, Lévi et Drassa prennent position, visant les antennes. Un coup de feu, une explosion, puis une deuxième et une troisième. Les antennes disparaissent dans une réaction en chaîne. C'est tout. La gorge est maintenant visible. Ce qui signifie que le protocole chien errant est activé. La sirène hurle. Bartholomew attrape la radio, urgent. Hélicoptère en l'air. Il décolle, mais il est trop tard. La charge nucléaire intégrée au système se déclenche. Un instant. Lumière, flinde. Un champignon atomique s'élève au-dessus de la gorge, nettoyant toutes les créatures jusqu'aux preuves. L'hélicoptère s'écrase contre la falaise et Lévi tombe dans la rivière. La même falaise, le même courant. Silence. Il coule au fond, comme un secret qu'on a oublié de demander. Et Drassa? Elle était déjà partie, à une distance sûre. Elle est assise dans une grotte, elle attend, elle compte les jours. Dans ses mains, une enveloppe de Lévi, au cas où elle ne s'en sortirait pas. Un mois passe, puis deux. Le printemps. France. Elle travaille comme serveuse. Pas une héroïne, pas une soldate, juste vivante. Et puis un jour, en servant un café, elle aperçoit à la table voisine un visage familier. Il est vivant, fatigué, il a 5 mois de retard à leur rendez-vous, mais il a le même regard que cette nuit-là, quand il avait décoré le sapin avec des guirlandes lumineuses. « Désolé d'être en retard », dit-il. Elle se jette silencieusement à son cou. Les mots ne sont plus nécessaires. En arrière-plan, la mer, la lumière, la paix, la